L'été 1462 s'abattait sur l'alcazar de Siguaya, une chaleur étouffante. À l'intérieur de la chambre royale, drapée de tapisseries de soie et de tissus brodés de fils d'or, la princesse Isabelle de Trastamura, âgée de 8 ans et fille du roi Henri IV de Castille, se tournait sans cesse dans son lit. Sous les draps de lin fin, sa peau brûlait de fièvre. 3 jours plus tôt, lors d'une promenade dans les jardins royaux, Isabelle avait trébuché et était tombée dans un rosier. Une épine lui avait transpercé la cheville droite. Au début, ce n'était qu'une petite plaie rougeâtre. La plaie s'était transformée en un ulcère irritable, suintant un liquide jaunâtre et dégageant une odeur nauséabonde qui s'intensifiait d'heure en heure. Donna Beatrice de Bobadilla, dame de cour et mentor de confiance de la jeune princesse, se pencha sur sa protégée et lui pressa un linge humide sur le front. En 10 ans de service auprès de la famille royale, elle n'avait jamais vu une fièvre aussi forte ni une blessure s'aggraver aussi rapidement. D'une main tremblante, elle souleva le linge qui recouvrait la cheville d'Isabelle et étouffa un cri. La chair autour de la blessure était devenue sombre, presque noire, et des veines violacées remontaient le long de sa jambe. « Allez chercher le médecin royal immédiatement », ordonna-t-elle à l'une des servantes postées dans l'antichambre. « Et prévenez le roi, l'état de la princesse empire. » Le docteur Abraham Jalive, médecin juif parmi les plus respectés de la cour castillane, arriva précipitamment. Malgré les tensions religieuses croissantes dans le royaume, les monarques faisaient depuis longtemps confiance aux médecins juifs pour leur savoir-faire supérieur en matière de guérison. Son visage barbu et son regard perçant scrutent la plaie avec une attention sérieuse. « Sévère, déclara-t-il enfin en levant les yeux vers Béatrice. Ça se répand vite. La puanteur. Il s'interrompit, choisissant soigneusement ses mots. Bientôt, ce sera insupportable. Que pouvons-nous faire, demanda Béatrice, luttant pour garder une voix ferme. Il faut agir immédiatement. Je vais préparer un puits aux herbes et commander de l'encens aux réserves royales. La fumée purifiera l'air et chassera les miasmes responsables des maladies. À cet instant, le roi Henrique IV entra dans la pièce. Grand et large d'épaules, son visage était marqué par l'inquiétude. Il se dirigea droit vers le lit et regarda sa fille. « Comment va-t-elle » demanda-t-il sans quitter l'enfant des yeux. « Votre Altesse, dit Jevie en inclinant la tête. La princesse souffre du virus du ganglion vert. L'infection se propage rapidement. Nous devons agir sans délai. » Le visage du roi se vida de ses couleurs. Il avait survécu au soulèvement de Nobles et aux tensions avec l'Aragon voisin, mais rien ne l'avait préparé à voir sa fille unique si proche de la mort. « Faites ce qui est en votre pouvoir, docteur. Convoquez tous les médecins de la cour. N'économisez pas. Si nécessaire, j'enverrai des écrivains à Grenade pour trouver leur meilleur guérisseur. » Jalvi inclina solennellement la tête. « Avec votre permission, je recommande de transférer la princesse dans une chambre isolée de la tour nord. La maladie va bientôt répandre une odeur nauséabonde qui pourrait se répandre dans le palais, et nous devons la tenir à l'écart du reste de la cour pour empêcher l'héritier corrompu de nuire aux autres membres de la famille royale. » Le roi hocha la tête d'un air sombre. En moins d'une heure, les serviteurs avaient préparé une grande pièce dans la tour nord. Des rideaux de velours fermaient les fenêtres pour empêcher l'air nocturne de pénétrer, censé aggraver les maladies. Seule une petite ouverture subsistait pour la ventilation indispensable. Alors que la princesse Isabelle était emportée, la nouvelle de sa maladie se répandit dans le palais comme une traînée de poudre. La nouvelle parvint à don Alonso de Bora, un jeune clerc apparenté à la puissante famille valencienne qui avait donné un pape à l'église. Observant le transfert depuis un couloir, il murmura à un autre courtisan, « La gangrène est une terrible maladie. J'ai vu de nombreux cas similaires à Rome. La plupart se terminaient par une amputation, voire pire. » « Ne dites pas de telles choses, » répondit vivement le courtisan. « Elle est la fille unique du roi, et de nombreux espoirs dynastiques reposent sur elle. » Dans sa nouvelle chambre, le docteur Jalvi dirigeait une équipe d'assistants qui préparaient des remèdes inspirés des enseignements d'Avicenna et d'autres médecins arabes. Dans un coin, 2 assistants broyaient du romarin, de la sauge, de la lavande et du thym, à brûler avec de l'encens pour purifier l'air.
Apportez plus d'encens et de myrrhe, ordonna le docteur. Et nous aurons besoin de barils de vinaigre pour laver la plaie et purifier la pièce. À la tombée de la nuit, l'odeur de la blessure de la princesse s'était intensifiée. Les serviteurs qui entraient et sortaient se couvraient le visage de linges imbibés d'huile parfumée, mais l'odeur de chair en décomposition était inimitable. Le roi Enrique réunit son conseil dans une chambre éloignée de la tour nord. Les nobles et les prélats écoutaient le médecin avec une expression sombre. La situation est critique, votre majesté. La bande verte avance, et sa fièvre persiste. J'ai appliqué les meilleurs remèdes connus, des pics d'argile aux extraits de plantes médicinales, des lavages au vinaigre et au vin bouilli, et une saignée modérée pour éliminer les humeurs corrompues. Et alors? La voix du roi vacilla. Amputation. Un lourd silence s'abattit. Tout le monde connaissait les risques, surtout pour une enfant si jeune. Ce serait notre dernier recours, dit Jolive. La douleur et la perte de sang la tueraient probablement. Je préfère épuiser toutes les autres solutions. L'évêque de Siguaya, jusque-là silencieux, se pencha en avant. Et qu'en est-il des remèdes spirituels, docteur? Le pouvoir de la prière et des saintes reliques ne doit pas être négligé. Pleinement conscient de sa position précaire de juif au sein d'une cour chrétienne, Jalvi répondit avec diplomatie, en effet, Excellence, les prières sont d'une grande valeur. Je suggère que, tout en poursuivant les traitements médicaux, nous organisions également des rogations à la cathédrale et apportions les saintes reliques dans la chambre de la princesse. Le roi accepta. Il en sera ainsi. J'écrirai au monastère de Saint-Dominique de Dilo pour demander leur calice miraculeux et faire apporter ici le manteau de Saint Isidore de Léon. Pendant ce temps, Béatrice d'Eobadia resta fidèlement aux côtés d'Isabelle. L'enfant oscillait entre le délire et le délire, appelant parfois sa mère absente, la reine Anna du Portugal, toujours à Avala et inconsciente de la crise. De l'eau, murmura la princesse, les lèvres sèches et craquelées. Béatrice humecta doucement la bouche d'eau de rose. Autour d'elle, des brasiers brûlaient sans interruption, emplissant l'air d'une fumée parfumée d'encens et de myrrhe. Pourtant, l'odeur du verre des gangs commençait à s'infiltrer dans les murs et les tapisseries. Tout ira bien, ma petite, murmura Béatrice, bien que son regard trahît son inquiétude. Les médecins sont sages et Dieu est miséricordieux. Dehors, 2 gardes veillaient constamment. L'un d'eux, un vétéran des guerres contre les morts, se pencha vers son compagnon. Cette odeur, dit-il doucement. Je la connais du champ de bataille. Quand une blessure devient noire et sang comme ça, peu survivent. Ne parlez pas ainsi, répondit l'autre. C'est la princesse, pas un simple soldat. La mort ne fait pas de distinction, dit le vétéran avec amertume. J'espère seulement que les médecins savent ce qu'ils font avec leurs herbes et leur encens. Juste avant minuit, une nouvelle silhouette arriva. Diego Rodriguez, chirurgien de la confrérie des Saints Cosmos, et Damian, convoqué de Tolède. Contrairement aux médecins universitaires comme Jalvi, les chirurgiens apprenaient leur métier sur le tas et pratiquaient les opérations manuelles que les médecins jugeaient indignes d'eux. Rodriguez, un homme aux grandes mains et aux avant-bras marqués de cicatrices, entra, portant un coffre en bois rempli d'instruments. Un regard sur la blessure et son visage buriné se crispa. Le gang vert est allé trop loin, murmura-t-il. Nous aurions dû agir plus tôt. Nous avons suivi les principes de Galan et d'Ibensena, répondit Jolvi froidement. Saigner et pu pour équilibrer les humeurs. Rodriguez haussa un sourcil. Sauf votre respect, docteur, j'ai vu trop de blessures comme celle-ci sur le champ de bataille. Les humeurs et les saignées ont leur place. Mais là, il désigna la cheville noircie. La pourriture progresse. Demain, elle atteindra le genou. La tension entre les 2 hommes, chacun représentant une école différente de médecine médiévale, était palpable. Béatrice intervint. Messieurs, le roi vous a ordonné de travailler ensemble. Mettez vos différends de côté pour elle. À contre-cœur, ils acceptèrent. Je propose d'ouvrir la plaie pour drainer les humeurs corrompues et de verser de l'huile bouillante pour cautériser les chairs mortes, dit Rodriguez.
Shviblémi. Ce serait douloureux et dangereux. Plus dangereux encore est d'attendre, rétorqua le chirurgien. Avant que Béatrice ne puisse répondre, un troisième médecin, jusque-là silencieux, prit la parole. Ibrahim Al-Chatibi, un médecin mort de Grenade, rare dans le climat tendu de Castille, s'adressa à eux d'une voix calme. À Grenade, nous avons traité des cas similaires avec une méthode combinant vos deux approches. Pratiquer de petites incisions pour le drainage, mais au lieu d'huile bouillante, appliquer un baume à base de miel, de vinaigre et de myrrhe en poudre. Cela combat la putréfaction sans détruire la chair saine. Nous pratiquons également des picus et des saignées modérées. Rodriguez y réfléchit. J'ai entendu parler du pouvoir curatif du miel chez les morts. Je l'ai constaté moi-même. Al-Chibi disait que le miel prévient la propagation de la corruption et favorise la régénération des tissus vivants. Après une brève discussion, tous trois acceptèrent d'essayer la méthode de Moore. Béatrice se retira pour prier pendant que les médecins préparaient leurs instruments et leurs remèdes. Au centre de la chambre, baignée par la lueur vacillante des bougies et les nuages d'encens, la princesse Isabelle gisait inconsciente, ignorant que les décisions prises cette nuit-là pourraient décider de son sort. Alors que les premières lueurs de l'aube s'infiltraient sur Siguaya, la tour nord demeurait plongée dans un silence tendu. Les trois médecins avaient travaillé sans relâche toute la nuit, suivant le traitement proposé par Al-Chatib. De petites incisions dans la cheville de la princesse avaient libéré un liquide sombre et nauséabond que les serviteurs recueillaient dans des bassines d'argent et emportaient aussitôt. Malgré le brouillard constant d'encens et d'herbes aromatiques, l'air était lourd d'une odeur nauséabonde qui s'infiltrait dans les couloirs adjacents. Les serviteurs allaient et venaient avec de l'eau fraîche, du vinaigre et des linges propres, le visage masqué par des mouchoirs imbibés d'essence de romarin. Dans son cabinet privé, le roi Henri IV était assis, figé, les yeux rivés sur une carte de ses royaumes, bien que son esprit fût loin des affaires d'État. Toutes les heures, un messager arrivait avec des nouvelles de la tour nord. « Comment va la princesse » demanda le roi au dernier rapport. « Sa fièvre persiste, Majesté, mais les médecins affirment que les incisions ont drainé une partie de la corruption. » Le jeune messager répondit prudemment, omettant de mentionner la puanteur qui imprégnait la tour. Le roi hocha la tête à voix basse. « L'envoyé d'Avala est-il de retour ? » « Pas encore, Votre Majesté. Il est attendu avant midi. » Pendant ce temps, dans la tour, Béatrice de Badia n'avait pas quitté Isabelle. Ses yeux rougis par l'insomnie et la fumée suivaient les moindres mouvements des médecins. Jalivi vérifiait le pouls de la jeune fille tandis qu'Alatibibé préparait un mélange frais de miel, de vinaigre et de myrrhe en poudre. Rodriguez nettoyait méticuleusement ses instruments avec du vin bouilli, une habitude héritée de ses années de soins aux blessés sur le champ de bataille. « La fièvre est toujours forte, » murmura Jivei. « Mais je crois que sa respiration est un peu plus régulière. » Al-Chatib hocha la tête en appliquant la pommade. Les bords de la plaie semblent moins enflammés. Le miel commence à faire effet. Rodriguez était moins convaincu. L'avancée de la bande verte a ralenti, mais pas arrêté. Il désigna de légères lignes violettes qui grimpaient sur la jambe de la princesse. Si ces marques s'étendent davantage, nous devrons envisager des mesures plus drastiques. Il savait tout ce que cela signifiait. L'amputation. Béatrice se pencha au-dessus du lit, écartant une mèche de cheveux humides du visage d'Isabelle. « Est-ce qu'elle nous entend » demanda-t-elle, remarquant le léger battement de ses paupières. Son esprit oscille entre conscience et délire, expliqua Jivei. La fièvre provoque des visions et de la confusion, mais elle pourrait sentir notre présence. Alors je vais lui parler, dit doucement Béatrice. Je lui raconterai des histoires comme je le fais quand elle va bien. Cela pourrait l'aider à retrouver son chemin, tandis que Béatrice commençait à raconter une vieille légende castillane à voix basse, les médecins se retirèrent dans un coin pour discuter de la situation. L'odeur est pire, marmonna Rodriguez. Ce n'est pas bon signe. C'est vrai, admit Al-Chatibi. Mais ces remèdes demandent du temps. Le miel et la myrrhe sont puissants, mais pas instantanés. Nous poursuivrons le traitement toute la journée, décida Jivei. S'il n'y a pas d'amélioration nette à la tombée de la nuit,
nous devrons avertir le roi du risque d'amputation. » Ils acceptèrent tous à contre-cœur. Dans les couloirs de l'Alcazar, les rumeurs se multipliaient. Certains murmuraient une malédiction, d'autres un châtiment divin. Les plus superstitieux murmuraient que les influences juives et mauresques à la cour avaient attiré la colère divine. Don Alonso de Borja, le jeune clerc érudit, écoutait ces propos avec une frustration croissante. « Ce qui afflige la princesse n'est pas une malédiction, déclara-t-il à un groupe de courtisans, mais une maladie naturelle exigeant des compétences médicales. Alors pourquoi les meilleurs médecins du royaume ne peuvent-ils pas la guérir ?» s'interrogea un homme. « On dit que la puanteur de la tour est celle de l'enfer. »« C'est l'odeur de la chair morte, pas celle des démons, » répondit Alonso. « La médecine, bien que avancée, a ses limites. » Ces paroles résonnées tombèrent dans l'oreille d'un sourd, beaucoup se signèrent et s'enfuirent en murmurant des prières. À midi, la nouvelle avait dépassé les murs du palais. Dans les rues de Siguaya, les citoyens se rassemblèrent devant la cathédrale pour prier pour la vie de la jeune princesse. L'évêque organisa une procession dans les rues pavées, portant des reliques et chantant des litineries. Les guildes fermèrent leurs ateliers pour se joindre à la procession. Même les juifs du quartier d'Al-Jama, bien que ne participant pas au rituel chrétien, observèrent la scène avec une inquiétude sincère, conscients que l'enfant représentait l'avenir du royaume. À l'intérieur de la tour nord, la lutte contre le gang était acharnée. Les médecins se relayaient, ne s'accordant que de brefs moments de repos. Puis, dans la chaleur calme du milieu d'après-midi, un événement inattendu se produisit. La princesse remua, ses paupières s'ouvrant brusquement. « De l'eau » murmura-t-elle, plus clairement qu'elle ne l'avait fait depuis des jours. Béatrice se hâta de lever la tête et de porter un gobelet d'argent à ses lèvres. « Doucement, ma petite » murmura-t-elle en l'aidant à prendre de petites gorgées d'eau de rose. Les yeux fiévreux d'Isabelle s'illuminèrent un instant. « Béatrice, j'ai fait un rêve étrange. Une dame en blanc m'a dit que mon heure n'était pas encore venue. » La gorge de Béatrice se serra. « C'était la Vierge, mon enfant. Elle veille sur toi. » Jalive, attiré par le changement de sa voix, s'avança et vérifia ses pupilles et son pouls. Ce moment de lucidité était bon signe. Cela pourrait signifier que la fièvre était en train de baisser. Les médecins retirèrent soigneusement ses bandages. Tous trois se penchèrent. La zone noircie n'avait pas augmenté depuis le matin, et le drainage était plus clair. L'avancée du gang semble s'être arrêtée, dit prudemment Al-Chatib. Rodriguez confirma. Les lignes violettes n'ont pas grimpé plus haut. C'est prometteur. Ils lui ont appliqué une nouvelle couche de miel et de myrrhe, ont refait un bandage sur sa cheville et ont augmenté sa consommation de bouillon fortifiant et de vin dilué dans du miel. La nouvelle de sa lucidité a rapidement atteint le roi, qui est venu immédiatement. Avant d'entrer, un chambellan lui offrit un linge imbibé de lavande pour le visage, mais l'odeur lui parvint malgré tout. Enrique s'approcha du lit, son sang-froid royal se brisant à la vue de sa fille. Isabelle. Elle ouvrit les yeux à sa voix. « Père, pardonne-moi d'être tombé dans le rosier. Je ne voulais pas t'inquiéter. » Il serra sa petite main chaude et fiévreuse. « Il n'y a rien à pardonner, ma chère. Concentre-toi simplement sur ta guérison. »« Ma cheville me fait moins mal, » dit-elle d'une voix faible. « Mais il y a une odeur étrange ici. » Béatrice répondit rapidement. « C'est l'encens et les herbes médicinales. Les médecins les brûlent pour aider à guérir. » La princesse accepta l'explication et ferma les yeux, sombrant dans le sommeil. Le roi prit les médecins à part. Son véritable état. Dites-le-moi franchement. Il y a de prudentes raisons d'espérer, Majesté. Jalvi a dit que la propagation du virus s'était arrêtée et que son esprit était plus clair, mais les prochaines 24 heures étaient critiques, tout comme l'odeur. Toute la tour empeste. Rodriguez parla sans détour. C'est inévitable. Si le traitement continue à faire effet, ses effets s'estomperont avec le temps. Alors, fermez les fenêtres et brûlez davantage d'encens, ordonna le roi. Et les prières dans la ville doivent continuer.
Dieu et la médecine doivent œuvrer de concert pour son salut. Cet après-midi-là, l'envoyé revint d'Avala annonçant que la reine Anna se rendait à Siguaya à cheval et arriverait à l'aube. La nouvelle suscita le malaise parmi les médecins. Anna était connue pour sa nature passionnée et risquait de perturber le calme fragile de la chambre du malade. Nous devons la préparer à ce qu'elle verra, dit Béatrice. La blessure, l'odeur, tout cela pourrait la choquer. À la tombée de la nuit, la tour était envahie par la fumée des brasiers frais. Les médecins examinèrent à nouveau la blessure. Toujours pas de propagation. J'ai vu des cas évoluer soudainement, pour le meilleur ou pour le pire, avertit Rodriguez. C'est pourquoi nous devons rester constamment sous surveillance, répondit Jolivet en préparant un autre remède contre la fièvre. Al-Chatibi suggéra une rotation stricte, chaque médecin se reposant à tour de rôle, l'un d'eux étant toujours au chevet du patient. Ils acceptèrent aussitôt. Alors que la nuit s'approfondissait, Béatrice murmura une autre histoire à l'oreille d'Isabelle. Bien que presque inconsciente, la jeune fille s'agita légèrement face au rebondissement dramatique de l'histoire. Dehors, la vie au palais se poursuivait avec une certaine inquiétude. Des diplomates étaient reçus, des réunions du conseil se tenaient, mais tout cela avec une impression de souffle suspendu. À minuit, dans la ville en contrebas, des centaines de personnes se rassemblèrent sur la place devant l'Alcazar, bougies et torchées à la main, veillant sur la petite princesse. Lorsque le roi la prit, il fit apporter à manger et à boire à la foule. Dans la chambre de la princesse, Al-Chatib l'observa attentivement. La fièvre semblait moins forte, sa respiration plus régulière. En appliquant des compresses fraîches, il remarqua sur les bords des plaies une légère ligne rose, signe de la première séparation entre chair morte et chair vivante. Puis les yeux d'Isabelle s'ouvrirent. La douleur ? C'est différent, murmura-t-elle. Comment cela, Altesse ? Demanda doucement Al-Chatib. Avant, c'était comme du feu. Maintenant, c'est plutôt comme des aiguilles. Ça pique. Le médecin mort dissimula son sourire. Ce changement annonçait souvent une guérison. À l'inspection, le drainage semblait plus sain. La frontière entre les tissus sains et les tissus abîmés plus nette. C'est une très bonne nouvelle, lui dit-il. Elle hocha légèrement la tête, puis s'endormit d'un sommeil plus paisible. Al-Chatib fit prévenir ses collègues. Jivei arriva le premier, les yeux brillants malgré sa fatigue. Elle parla de brûlure. Oui, confirma Al-Chatib, et la ligne de démarcation était nette. Jivei examina lui-même la blessure et s'autorisa un rare sourire. Le miel et la myrrhe sont prometteurs, certes. Les saignements ont équilibré ses humeurs. Lorsque Rodriguez arriva et acquiesça à leur évaluation, un optimisme prudent s'empara de la salle. Le vent semblait enfin tourner vers la vie. Les premiers rayons du deuil doraient les tours de Siguaya tandis que la reine Anna de Portugal franchissait les portes de l'Alcazar. Malgré son voyage épuisant depuis Avia, elle entra d'un pas assuré et avec une détermination inébranlable. Le roi Enrique la reçut dans ses appartements privés, Béatrice d'Eobadia l'attendant à proximité pour la préparer à ce qui l'attendait. « Comment va mon Isabelle » furent les premiers mots de la reine, sans salut formel. Elle a traversé des heures difficiles, admit Enrique d'une voix lourde. Mais depuis hier à l'aube, on observe des signes d'amélioration. Je vais la voir maintenant, déclara Oana. Béatrice s'avança prudemment. Majesté, avant que vous n'entriez, je dois vous prévenir. La maladie a altéré son apparence et son odeur. Je suis sa mère, Béatrice. Interrompit fermement la reine. Ni la vue ni l'odeur ne me détourneront d'elle. Accompagnée d'Enrique et de Béatrice, elle gravit l'escalier en colimaçon de la tour nord. L'odeur du verre des gangs, quoique atténuée par l'encens, s'intensifiait à chaque pas. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre, la vague de chaleur et de fumée fit cligner les yeux d'Anna. Pourtant, son regard ne trouva qu'une seule chose, la petite silhouette pâle allongée sous de fins draps. Les ravages de la fièvre se lisaient sur le visage maigre d'Isabelle. Mais quand Anna la rejoignit, s'agenouilla et prit la main de l'enfant, tout le reste disparut. Isabelle, murmura-t-elle,
ta mère est là. À ce son, les yeux de la princesse s'ouvrirent brusquement, un sourire faible mais sincère apparut. Je savais que tu viendrais. Anna se pencha et l'embrassa sur le front. Rien ne pouvait me retenir. La présence de la reine apporta un changement dans l'ambiance de la chambre. Connue pour sa détermination, elle écouta attentivement Jalvi, Al-Chatibi et Rodriguez décrire les traitements et les progrès. Si ce traitement l'aide, dit Anna, alors vous avez tout mon soutien. Tenez-moi simplement informé de chaque changement, aussi minime soit-il. Au cours de la journée, la fièvre d'Isabelle diminua. Le gonflement persistait, mais la propagation de la ganglion vert avait complètement cessé. Les médecins, encouragés, commencèrent à envisager de passer des soins d'urgence à une guérison progressive. Les tissus morts se détacheront naturellement, expliqua Rodriguez au roi et à la reine. Cela laissera une cicatrice, mais bien plus efficace que l'alternative. À ces mots, le visage d'Anna pâlit. Tu as envisagé de lui enlever sa jambe. En dernier recours seulement, dit Jolive prudemment. Mais grâce à Dieu et au remède, nous n'en sommes jamais arrivés là. La nouvelle de son amélioration se répandit dans le palais comme dans la ville. Les cloches de la cathédrale sonnèrent en signe d'action de grâce, et ceux qui avaient veillé sur la place célébrèrent en chantant. Pour beaucoup, sa survie n'était rien de moins qu'un signe divin. À l'intérieur de la tour, l'usage intensif de l'encens diminua. Les fenêtres, longtemps fermées pour empêcher l'air nocif de la nuit d'entrée, furent brièvement ouvertes pour laisser entrer la brise estivale. La fumée était désormais un choix plutôt qu'une nécessité. Son rôle passa d'une couverture désespérée à un rituel de guérison. Chaque jour qui passait, l'esprit d'Isabelle s'aiguisait. Elle s'enquérait de ses leçons, de ses compagnons, des affaires du royaume. Les médecins y virent un signe certain que son humeur retrouvait son équilibre. En une semaine, la routine dans la chambre royale se transforma. Le défilé incessant de domestiques avec bassines fumantes et rouleaux de linge fit place à des visites moins nombreuses et plus ciblées. Les 3 médecins, autrefois postés en permanence à ses côtés, se relayaient, redonnant à la pièce un semblant de normalité. Isabelle put bientôt s'asseoir, calée dans son lit. « Quand pourrai-je remarcher » demanda-t-elle à JVI un matin. « Patience, Altesse, sourit-il. Votre cheville guérit bien, mais elle est encore douloureuse. J'ai entendu les domestiques dire que cette pièce sentait terriblement mauvais, dit-elle franchement. C'est vrai, répondit calmement Anna, assise près de sa broderie. C'est vrai, mon enfant. La maladie dégageait une odeur nauséabonde. C'est pour ça qu'on a brûlé autant d'encens. Isabelle réfléchit un instant. Et c'est pour ça qu'on fermait les fenêtres pour le retenir. Pour te protéger de l'air vicié qui pourrait aggraver ton état, répondit la reine. La jeune fille hocha la tête et se tourna vers Jalive. Docteur, qu'est-ce que le gangrène et comment l'avez-vous traité? Surpris par son sérieux, il jeta un coup d'œil à Anna qui hocha légèrement la tête. C'est quand une partie du corps se corrompt et que la chair meurt, expliqua-t-il. Votre maladie a commencé par une petite blessure qui s'est infectée. Nous avons drainé les mauvaises humeurs, utilisé du miel et de la myrrhe pour stopper la décomposition, et équilibrer ton sang par de petites saignées. Et l'encens? Guérit-il vraiment ou masque-t-il juste l'odeur? Jalivi hésita, puis répondit honnêtement. Les deux. Ça purifie l'air et ça rend la puanteur plus supportable. Quand je serai grande, je veux en apprendre davantage sur la médecine, déclara Isabelle. Cela semble important pour quelqu'un qui pourrait un jour régner. Personne ne pouvait prédire à quel point ces paroles seraient prophétiques. 2 semaines après le début de la crise, la vie à l'Alcazar avait presque repris son rythme. La princesse avait été réinstallée dans ses appartements habituels. La brise d'été soulevait les dernières traces d'encens des murs. La blessure, bien que toujours bandée, cicatrisait bien. La peau morte se détachait pour révéler une chair tendre et nouvelle. Les médecins s'émerveillèrent de sa prompte guérison et mirent en avant sa promptitude, les compétences combinées des 3 guérisseurs, sa jeunesse et, ajouta Rodriguez, la main de Dieu. Isabelle elle-même semblait avoir changé.
Ces questions témoignaient d'une curiosité et d'une résilience qui dépassaient son âge. À sa demande, le roi lui avait remis un petit manuscrit d'herboristerie, et Al-Chatib devait rester à la cour, une décision qui suscita des murmures chez les traditionalistes, mais qu'Enrique défendit. La médecine n'a pas de religion lorsqu'elle sauve des vies, déclara-t-il à ses détracteurs. Un après-midi, Béatrice entra avec Don Alonso Deborah, répondant ainsi à la demande de la princesse d'approfondir ses connaissances sur l'encens dans les Écritures. « Est-il vrai, demanda-t-elle avec empressement, que l'encens et la myrrhe étaient des dons à l'enfant Jésus ?» « Oui, répondit Alonso en souriant. « De l'or pour la royauté, de l'encens pour la divinité, et de la myrrhe, qui fut utilisée sur toi pour la souffrance et la mort. » Isabelle réfléchit. C'est étrange comme quelque chose de sacré peut aussi guérir. La sagesse de nombreux peuples a transmis ces vérités. Alonso expliqua. Grec, arabe, latin, tous ont partagé leur savoir. Béatrice, écoutant de loin, songea à quel point Isabelle avait frôlé la mort, et combien elle semblait vivante maintenant, comme si le procès avait allumé un feu intérieur. Le son des trompettes dehors l'attira vers la fenêtre. Le duc d'Albuquerque est arrivé, annonça T.L. Quelques instants plus tard, un messager confirma l'ordre du roi d'organiser une célébration en l'honneur du rétablissement de la princesse. Un banquet et des joutes auront lieu dans 3 jours. Puis-je y assister, demanda Isabelle, les yeux brillants. Le roi acceptait. Béatrice sourit. À condition de rester assis et de ne pas se fatiguer. Les préparatifs emplirent le palais d'énergie. Isabelle, bien que toujours sous surveillance médicale, était prise dans l'excitation, apprenant l'arrivée de nouveaux invités, l'arrivée de cadeaux et les jeux à venir. Lors d'une visite, Jolibé lui dit, « La cicatrice restera, mais ta cheville sera aussi forte qu'avant. » « Est-ce que je danserai à nouveau ?» demanda-t-elle avec espoir. « Avec le temps, oui, » lui assura-t-il. Alchibi ajouta, « J'ai préparé une pommade à base d'huile de rose et d'aloès pour adoucir la cicatrice et garder ta cheville souple. » Isabelle sourit. « Alors je serai prête pour le prochain festin. » Personne, à ce moment-là, ne pouvait se douter que cette petite fille, qui avait échappé à l'emprise de la mort, resterait un jour dans les mémoires à travers les siècles comme Isabelle la catholique, reine d'une Espagne unie.